Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? C'est la question que se sont posés les députés et ils ont répondu oui à une large majorité. La loi pourrait entrer en vigueur dès la rentrée prochaine. Elle a été soutenue par le gouvernement, la droite, l'extrême droite, mais contestée par une partie de la gauche, notamment la France insoumise, qui dénonce une mesure inefficace et liberticide. Pour en parler ce soir, deux regards, un député LFI, Arnaud Saint-Martin, il est opposé donc à cette loi, il va nous expliquer pourquoi. Et puis Léo Roussel, il est journaliste à Mediapart et il a enquêté sur le seul pays à l'avoir déjà mis en œuvre, cette interdiction, l'Australie. Allez, l'entretien, c'est tout de suite. Léo Roussel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Arnaud Saint-Martin, vous êtes député LFI. Bonsoir. Merci également d'être avec nous ce soir. Bonsoir. On va commencer avec vous, monsieur le député. Vous êtes opposé à cette loi, mais ce n'est pas que vous contestez le diagnostic sur les dangers des réseaux sociaux, mais plutôt les réponses politiques qui sont apportées. Oui, alors ça demanderait de refaire tout le débat qui a duré jusqu'à plus de minuit hier à l'Assemblée. Mais sur le diagnostic, c'est vrai qu'on est plutôt convergent. On se rend tous compte qu'il y a toute une économie de l'attention très prédatrice qui est organisée par les fameux GAFAM qui monétisent cette attention pour la publicité et des revenus, qui est puissamment toxique et qui a des effets délétères sur les comportements et à tous les niveaux et sur toutes les générations. Donc le diagnostic, il est à peu près partagé. Moi, j'avais fait partie de la commission qui enquêtait sur les effets de TikTok chez les jeunes. Donc on avait fait venir pas mal de spécialistes, des sociologues, des psychiatres, etc., qui tendaient à montrer qu'en effet, il y avait des problèmes d'addiction, de surexposition aux écrans. Et au fur et à mesure, on a densifié le diagnostic et on a à peu près convergé. Pas complètement, notamment sur la dimension proprement économique et politique de la chose. Parce que c'est pas n'importe quel GAFAM qui tire parti de tout ça. C'est pas n'importe quel cadrage idéologique aussi qui accompagne ce type de processus de captation. Derrière, on a quand même des gens comme Musk, comme Zuckerberg. Il y a un projet politique derrière tout ça. C'est pas simplement une captation abstraite de cerveau qui serait fondamentalement docile. Nous, ce qu'on interroge, c'est aussi la politique qu'il y a derrière. Donc là, on va un peu plus loin que les macronistes, quand bien même par moment on peut s'entendre. Mais sur la réponse proprement politique, et c'était l'argument que j'ai essayé de déployer avec les collègues hier, et on s'est senti un peu seul, pour tout dire, c'est que la réponse, elle est à la fois inefficace, en effet, elle est contournable par bien des aspects, que ça ne fait que déplacer le problème, et que, disons, c'est une espèce de solutionnisme politique très insécure sur le plan juridique, on verra comment ça tient, et que par ailleurs, ça ne fait que reporter le problème sur les utilisateurs, alors que le nerf de la guerre, c'est quand même le contrôle de ces algorithmes et de ces plateformes de réseaux sociaux numériques qui produit précisément les comportements qui inquiètent tant les macronistes. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de vous comprendre. Finalement, vous êtes d'accord avec les macronistes. Les réseaux sociaux, c'est dangereux pour les jeunes de... Même pas ça. Mais non, parce qu'en fait, là, il y a une Alors, vision... sur quoi vous êtes d'accord? Sur quoi il y a convergence? On est d'accord sur le fait qu'il y a des comportements qui sont assez inquiétants. Voilà, on les a vus, des phénomènes d'accoutumance, d'addiction, etc., qui sont produits précisément par les algorithmes qui sont basés sur les préférences individuelles, qui vont construire des bulles de filtre, etc. Ça, on est d'accord. Mais c'est pas seulement ça, les réseaux sociaux. Et par ailleurs, il faut regarder la liste. Par exemple, WhatsApp est toujours exclu du périmètre. Alors que WhatsApp, si on regarde les phénomènes de cyberharcèlement au collège, c'est massivement là que ça se passe. Et ça fonctionne comme réseau social numérique, quoi qu'il arrive, avec des partages de données, d'informations, des phénomènes de construction de boucles collectives, etc. Enfin, ça fonctionne comme un réseau. Sauf que ça échappe au périmètre et à l'action de la loi. C'est quand même un peu problématique. Et puis, pour le reste, quand bien même on interdirait TikTok, Insta, Facebook, etc., mais évidemment que les gamins vont se déplacer. Ils contournent une règle. Souvent, à cet âge-là, c'est fait pour être transgressé. Donc là, il y a une vision aussi des usages dans la jeunesse des réseaux sociaux numériques et du numérique plus largement, qui est très infantiste, quoi. On projette des peurs, des paniques morales adultes sur des enfants qui seraient intrinsèquement faibles, qui me paraît très interrogeable du point de vue, mais ne serait-ce que de la sociologie de la jeunesse. Et par ailleurs, dans une autre vie, je suis sociologue, ça m'intéresse beaucoup, et je vois que là, il y a beaucoup de préjugés et une appréhension globale qui est vraiment très défaillante du point de vue de l'analyse. Est-ce que LFI ne joue pas là un jeu dangereux? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu voter une loi imparfaite finalement que pas de loi du tout? Non, justement. Ça serait complètement inconséquent. Ce serait gadgetiser la loi, d'une certaine façon. Parce que moi, j'ai été frappé dans l'hémicycle hier. Donc, Madame la ministre du Numérique, Anne Le Henaf, nous dit c'est un point de départ.
la rapporteure Laure Miller nous dit « nous tâtonnons sur un point de départ ». Et qui va partir au Sénat et qui va construire une interdiction peut-être l'année prochaine, parce que M. Macron a décidé que ce serait l'année prochaine. Et là, on est dans une improvisation extraordinaire sur la base d'une espèce de panique morale qui est construite depuis quelques années. Alors, en vérité, c'est 2023. Hein, c'est les révoltes urbaines ont vraiment inquiété la Macronie à ce moment-là. La jeunesse s'organise par les réseaux sociaux, coupons les réseaux. Et donc là, il y a une espèce de surenchère politique avec toute une dimension aussi très martiale de posture autoritaire de l'État qui va cadrer les comportements, qui va contrôler la jeunesse, qui sait au fur et à mesure aller embouteiller sous la forme de plein de propositions de loi, peut-être un projet du gouvernement. Gabriel Attal le portait très lourdement. D'ailleurs, c'est lui qui a fait l'explication de vote hier en séance pour les macronistes. Et tout ça, en fait, nous paraît, mais sur le plan politique, complètement à côté de la plaque et ne résout pas du tout le problème. Évidemment que les gamins vont se déplacer. Et là, je suis très curieux de voir ce qui s'est passé en Australie, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on a observé. Et là, l'enjeu, c'est plutôt non pas de contrôler les usages numériques, mais plutôt de les accompagner par une éducation au numérique, par la prévention, par une dédramatisation aussi de cet usage du numérique. Si on construit ça comme une espèce d'enfer qui produit par construction des accoutumances, des addictions, potentiellement des conduites suicidaires, tous les scénarios qui ont été mis sur la table hier avec une dramatisation exceptionnelle, je pense qu'on légifère à la fois à chaud, dans l'affect et contre l'intérêt général. Alors justement, on va parler du cas australien, parce qu'avec nous, Léo Roussel, vous êtes journaliste à Mediapart, vous avez enquêté justement sur l'Australie, qui est l'un des premiers pays, ou le premier pays à avoir interdit les réseaux sociaux, pas aux mineurs de moins de 15 ans, mais c'est aux mineurs de moins de 16 ans. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé quand vous avez enquêté là-dessus ? Alors oui, j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises sur le sujet, puisque l'interdiction elle est entrée en vigueur le 10 décembre dernier. Mais en Australie, on en parlait déjà depuis plusieurs années. Il y avait eu des consultations en lien avec le Parlement organisées en 2021. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le soutien qu'a rencontré dans un premier temps cette mesure dans la société australienne. On sent qu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient plutôt en faveur qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour protéger les adolescents des problèmes réels qui peuvent exister en lien avec les réseaux sociaux. Mais dans l'application, c'est un petit peu différent quand même. On a vu aussi des sondages récemment qui expliquaient que les parents australiens étaient finalement assez peu enclins à eux-mêmes franchir le pas pour interdire à leurs enfants les réseaux sociaux. Ce qui ressort aussi des dernières semaines, c'est un certain nombre de parents aussi qui aident leurs enfants finalement à continuer à avoir accès aux réseaux sociaux. Dans les faits, tout le monde était plutôt d'accord à l'origine pour dire que c'était une bonne chose. Dans les faits, c'est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre. Vous en parliez aussi. Les adolescents trouvent assez facilement des solutions pour contourner ces interdictions. Et en Australie, comment ça se passe ? C'est une reconnaissance faciale, document d'identité ? Alors, il y a un peu de tout ça. En fait, c'est un peu les réseaux sociaux ont un peu carte blanche là-dessus. La commissaire à la sécurité au numérique en Australie leur a donné comme consigne il faut mettre en place un dispositif pour vérifier l'identité ou l'âge des utilisateurs. Certaines plateformes utilisent la reconnaissance faciale, d'autres vont utiliser la reconnaissance par exemple d'une pièce d'identité, et ce sont des choses qui sont facilement contournables. De ce que j'ai pu comprendre des familles interrogées, des chercheurs interrogés en Australie, dans les faits, aujourd'hui, tout le monde peut encore avoir accès aux réseaux sociaux en Australie, et les adolescents y compris. Monsieur Saint-Martin, finalement, c'est ça qui vous dérange, parce qu'on sait très bien qu'un adolescent qui veut avoir accès aux réseaux sociaux pourra très bien contourner cette loi. Et c'est à ça qu'on le reconnaît, un ado. Ça transgresse. Et il se construit aussi dans un rapport à la règle qui peut être réflexif. Et c'est ça qu'on a interrogé aussi. C'est cette vision vraiment défaitiste, d'une forme de débilité intrinsèque de la jeunesse, qui au contraire est extraordinairement agile avec les usages du numérique. Elle baigne
baignent dedans, littéralement depuis le début. Certains enfants ados aujourd'hui, ils étaient instagrammés il y a quelques années par leurs parents qui déjà les projetaient dans le numérique. Donc ils ont vécu avec le numérique. Ils sont souvent beaucoup plus agiles que leurs aînés. Moi, j'avais porté un amendement un peu situationniste en commission pour dire mais interdisons les réseaux sociaux aux plus de 60 ans, parce que dans les bulles de filtre, c'est quand même les plus performants à s'y enfermer, à se faire avoir par des rançongiciels, etc. Donc on pourrait interroger aussi le préjugé selon lequel les adultes seraient beaucoup plus équipés du point de vue du cerveau pour affronter ces méchants réseaux sociaux. Et puis derrière, c'est aussi l'intentionnalité qu'il y a derrière. Comme si les réseaux sociaux étaient une espèce de patate abstraite qui agit sur les comportements, sur les acteurs, etc. Derrière, on a des organisations, on a des systèmes distribués de contrôle des flux d'informations, des algorithmes aussi, des boîtes noires derrière. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment une pensée mais très défaillante de tout ça, qui n'est pas du tout sourcée. Il y a beaucoup de sciences sociales là-dessus. Il y a des travaux importants sur le capitalisme de surveillance, sur l'algorithmie. Et par comparaison, par contraste, des chercheurs qui réfléchissent sur d'autres formes de production des réseaux sociaux numériques, basés sur les communs, sur l'ouverture des algorithmes, sur le refus du traçage, du filage des utilisateurs. Je pense notamment à l'ouvrage qui vient de sortir de Dominique Boulier, des humanités numériques, qui m'a beaucoup inspiré en fait, pour penser à un autre numérique. Et là, je pense qu'il y a aussi une responsabilité politique à pas aller dans une espèce de surenchère autoritaire qui donne l'illusion de l'action. Voilà, on va interdire, et puis et tout va bien se passer. Derrière, en fait, c'est une forme de gadgetisation, de gâchis aussi, et de faillite de la puissance publique. Quand on interdit, c'est que vraiment on a échoué à agir autrement. Et vous êtes député, donc vous connaissez très bien, vous allez pouvoir me répondre. C'est quoi la différence entre cette loi et celle qui a été votée en 2023, la majorité numérique d'ailleurs, qui n'a jamais été appliquée finalement? En fait, elle avait été jugée impropre en termes de phasage avec le droit européen. Et donc là, il y a toute une mécanique, tout un mécano qu'il faut aussi construire sur l'adéquation de ce qu'on propose sur le plan national avec le DSA, toutes les réglementations européennes. Aujourd'hui, peut-être que ça va évoluer. Donc il y a peut-être un rapport de force à enclencher pour qu'on porte une vision du numérique qui aille dans le sens de plus de contrôle, au sens de contrôle collectif. Mais là, ce que j'interroge aussi, c'est la volonté politique. Nous, on a porté des amendements pour dire on interdit les algorithmes prédateurs de l'attention, qui sont en fait la source de tous les problèmes. Et ça a été constaté. Et derrière, c'est corrélé à un modèle économique capitaliste, etc. Donc on a utilisé ces catégories dans l'hémicycle pour aller aussi à la racine du problème. Et ça a été refusé. Parce que, en fait, la Commission européenne le refusera. Ça ne sera pas raccord avec le droit européen, avec l'Union européenne. Donc on bricolait en commission puis en séance pour raccorder à quelque chose qui s'impose de force normative, alors qu'on pourrait envoyer aussi un message très fort au niveau politique en disant écoutez, la France dit les GAFAM vont devoir respecter des principes très clairs, on ouvre les codes, on arrête de capter l'attention de façon prédatrice de toutes les générations qui sont connectées et on commence à construire une autre vision du numérique comme, allez, là je vais enfoncer une porte ouverte, je vais utiliser un gros mot, comme commun. Ouais, comme commun, qu'on partage et qu'on approprie collectivement. Mais ça, c'est un chantier énorme. Là, je suis en train de travailler avec mon collègue Arnaud Le Gall sur une proposition de résolution qui vise à créer un pôle public de la planification du numérique. Et en vérité, ça existe déjà. Il y a déjà des messageries publiques. On a déjà investi dans des réseaux sociaux qui pourraient fonctionner de façon tout à fait fluide et harmonieuse sans tous ces systèmes de captation économique de l'attention. Et là, il ne tient qu'à la puissance publique d'enclencher vraiment dans cette direction-là. Et je trouve que la réponse macroniste, elle est inconséquente, elle est trop facile, et par ailleurs, au même moment, c'est le toujours plus de numérique GAFAM. Moi, je travaille sur des dossiers en ce moment, par exemple, au nord de ma circonscription en Seine-et-Marne, va s'installer Campus IA, le plus grand data center d'Europe. C'est 35 milliards d'euros qui sont engagés par Abu Dhabi, avec Nvidia, Mistral, qui est déjà largement abondé. Qu'il y a un paradoxe, finalement. Paradoxe et inconséquence sur le plan des politiques publiques du numérique et par ailleurs sur les usages, et je termine là-dessus, pendant des années, c'était sous l'ère Blanquer qu'on a déjà oublié heureusement, c'était les EdTech, c'était le moment de l'école numérique, donc on a distribué des tablettes partout, des écrans connectés, des tableaux blancs pour numériser l'école, donc les gamins ont baigné là-dedans et maintenant on leur dit coupe. C'est fini. On a compris que le numérique, c'était potentiellement très dangereux pour ton cerveau. Je trouve que là, il y a aussi une inconséquence de la décision publique qu'il faut interroger, et elle est intrinsèquement macroniste.
Léo Roussel, donc je le disais, vous avez enquêté sur le cas australien et vous avez observé un déplacement vers d'autres plateformes, parfois moins connues que TikTok ou Instagram. Est-ce qu'on n'a pas plutôt déplacé le problème plutôt que de le régler ? Alors oui, c'est intéressant. Dans les premiers jours après cette interdiction des réseaux sociaux, de 10 réseaux sociaux pour les jeunes Australiens, on a vu une hausse de téléchargement de certaines applications, notamment les applications Lemon8, Yope et Coverstar. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si ce sont vraiment des plateformes qui sont super utilisées au sein de la jeunesse australienne. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les Australiens ont encore accès à un tas de réseaux sociaux qui étaient visés par cette interdiction, par exemple Facebook, Instagram, Snapchat. On manque encore de données quand même pour savoir si ça fonctionne vraiment, cette interdiction en Australie. Faut savoir que c'est les vacances d'été en Australie, donc les chercheurs sont aussi en vacances. Ça prendra plusieurs semaines, plusieurs mois avant qu'on sache si vraiment il y a eu un réel déplacement des jeunes Australiens vers d'autres plateformes ou s'ils continuent d'utiliser massivement, et ça semble être un peu plus le cas, les plateformes qui sont visées par l'interdiction. Arnaud Saint-Martin, je vais devoir vous libérer parce que vous allez à un meeting. Est-ce que j'ai encore 1 ou 2 minutes avec vous ? Bien sûr, allez-y. Ouais. Alors, il y a des chercheurs, des ONG qui ont alerté sur les adolescents pour qui les réseaux, finalement, sont une bouée de sauvetage. Je peux penser aux jeunes isolés, LGBTQ+, les victimes de violences. Justement, est-ce que c'est pas ça aussi la limite de cette loi, interdire les réseaux sociaux aux enfants, finalement, qui parfois en ont besoin ? Tout à fait. C'est exactement ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon explication de vote. Ça peut être les réseaux sociaux sont aussi des espaces d'autonomie, d'épanouissement, de partage d'informations, de construction de liens à distance. On peut aussi s'inventer une identité numérique, etc. Et là, je disais tout à l'heure, il y a eu une incapacité des macronistes à penser de façon un peu subtile les réseaux sociaux. Manifestement, ce genre d'usage leur échappe. Ou alors ils vont dire, mais on sait que bien sûr, c'est ça aussi. Oui, mais en fait, c'est pas du tout dans l'argumentaire. Et donc, il fallait voir la façon dont c'était défendu aussi en hémicycle. Très peu défendu. C'était impressionnant. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on les a vus rassemblés, les macronistes, pour défendre ce texte. Derrière, Gabriel Attal qui joue quelque chose vis-à-vis de Macron, on l'a pas dit, mais derrière, c'est un peu la guéguerre chez les macronistes. Chacun défend son texte, etc. Puis à la fin, on a un texte qui est mal rédigé, etc. Mais en effet, il y a une vision donc très débilitante de la jeunesse, très faillible du point de vue de l'analyse de ce que c'est qu'un réseau social numérique et l'extension de ces réseaux. Et j'ai cité WhatsApp tout à l'heure, ça peut être super WhatsApp en vérité, mais ça peut être aussi les jeux vidéo en ligne, c'est plein de choses les réseaux sociaux. Donc il y a un diagnostic qui est branlant, qui est bancal, et de fait tout ce qui suit du point de vue des conclusions normatives l'est tout autant. Donc il y a fort à parier qu'on revienne dans pas très longtemps pour réétudier de nouvelles propositions de loi avec encore une surenchère, encore des témoignages accablants parce qu'ils n'auront rien fait entre-temps. Et nous, on a quand même insisté sur la nécessité de recruter des psychologues scolaires, de miser sur la santé publique des jeunes. La santé mentale, c'est une catastrophe. On sait que là, il y a un vrai problème générationnel, etc. C'est là-dessus qu'il faut agir et réhumaniser, mais pas non plus dans un trip un peu réac en disant que les réseaux sociaux sont la source de tous les maux. J'ai jamais dit ça. Je suis connecté partout. Ma fille de 12 ans aussi, avec qui j'ai eu cette discussion hier. Donc on n'est pas dans un truc très binaire comme le sont les macronistes. Et je pense que là, il y a un débat de société à avoir sur le numérique dans nos vies, quoi. Et en fait, le numérique est littéralement encastré dans les rapports sociaux aujourd'hui. C'est plus une extériorité. Donc de fait, il faut le repenser de façon, encore une fois, sensée, subtile, et puis se baser sur la science. Pas simplement sur la psychiatrie, aussi les sciences sociales. Parce qu'il y a aussi une psychiatrisation de la question que je trouve assez inquiétante. Arnaud Saint-Martin, vous êtes député LFI de la première circonscription de Seine-et-Marne. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse parce que vous avez un meeting ce soir. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vous en prie. Léo Roussel, une dernière question. Je parlais avec monsieur le député justement des réseaux sociaux qui pourraient être une bouée de sauvetage pour les jeunes isolés notamment. Est-ce que, quand vous avez enquêté sur le cas australien, c'est ce que vous avez remarqué ? Alors oui, c'est une des choses qui a été rapportée très tôt dans le débat en Australie, donc dès 2024, avant même que la loi soit votée. Il y avait des craintes de la part de chercheurs et de la part d'ONG qui expliquaient que certaines personnes qui étaient notamment marginalisées dans la société pouvaient trouver un refuge dans les réseaux sociaux, via des communautés, en entrant en contact avec certaines personnes.
Et effectivement, c'était une des craintes avant que la loi ne passe. Plus récemment, on a eu des ONG comme Amnesty International en Australie qui ont vraiment alerté sur ce sujet aussi. D'autres ONG ou groupes d'activistes qui ont expliqué que c'était pas forcément la bonne solution d'interdire les réseaux sociaux. Au final, les conséquences de cette interdiction, les résultats pourraient être assez inégaux selon les enfants, selon les adolescents. Bien sûr, les chercheurs expliquaient que pour certains qui sont victimes de cyberharcèlement, le fait que les jeunes n'aient plus accès aux réseaux sociaux, ce qui semble pas être le cas aujourd'hui en Australie, ça pourrait régler le problème, mais peut-être de manière très radicale. Et d'autres personnes, elles, en revanche, oui, se sentiraient isolées. Donc il y a vraiment deux façons de se retrouver face à cette interdiction des réseaux sociaux, et les conséquences peuvent être assez dramatiques pour certains adolescents, malheureusement. Léo Roussel, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste Mediapart. Merci à vous.